Bonjour, bienvenue dans ce studio 221 de la Maison de la Radio. Radio France est très fière d'être partenaire de cette seconde édition des rôles modèles. C'est un engagement qui nous tient, qui me tient à cœur parce que ce sont nos valeurs, celles du service public, de travailler dans le sens d'une société plus juste, plus équitable, où chacun, quelles que soient ses origines, son âge, son sexe, ses orientations sexuelles, trouverait sa place sans craindre le jugement, les moqueries, les attaques ou tout simplement parce que ce sont des droits humains. On aurait tous les mêmes et avant tout celui d'aimer qui on veut, tant qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Alors bien sûr, les choses bougent, bien sûr les mentalités évoluent et les lois avec. Le mariage pour tous est passé par là, la PMA s'ouvre aux couples de femmes. Et puis ça y est, on commence enfin, dans le grand public, à parler de la GPA, de l'intersexualité, de la transidentité. Il est houleux, ce débat, souvent douloureux, beaucoup trop lent pour certains, mais il existe. Alors on pourrait s'en tenir là, se dire que le sens de l'histoire est celui-là et que le temps fera le reste. En attendant, l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie connaissent une hausse continue depuis 4 ans, plus 36% pour la seule année dernière. D'après le baromètre IFOP établi pour l'autre cercle, une personne LGBT+, sur 4 a déjà été victime d'une agression homo, bi ou transphobe sur son lieu de travail. Alors on comprend qu'on ait peur, alors on comprend qu'on se cache. Et résultat, aujourd'hui, seule une personne LGBT+, sur 2 est visible dans sa sphère professionnelle. C'est un cercle vicieux, à moins d'inverser la tendance, à moins de la faire tourner dans l'autre sens, un sens vertueux. C'est tout l'intérêt de ces rôles modèles et c'est la raison d'être de l'autre cercle. Christophe Berthier, bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes le président de l'autre cercle, l'association qui est à l'origine de l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui. Mais pour le profane, l'autre cercle, c'est quoi ? L'autre cercle est un acteur majeur en France pour la promotion des personnes LGBT+, dans le monde du travail. Elle est maillée sur tout le territoire avec des délégations régionales et locales. Quel a été le déclic pour créer l'autre cercle ? Le déclic a démarré il y a à peu près 20 ans. Ce sont des personnes issues du monde de l'entreprise qui ont réfléchi justement sur l'acceptation des personnes LGBT+, dans le monde du travail, et notamment les homosexuels qui étaient licenciés sans droit, notamment parce qu'ils étaient homosexuels et parce qu'ils étaient séropositifs. Aujourd'hui, donc on est en 2020, la priorité de l'autre cercle, c'est quoi ? Votre objectif premier ? Le projet associatif de l'autre cercle, bien entendu, à terme, c'est de gommer toutes les LGBT-phobies dans le monde du travail. Et à titre d'exemple, nous avons rédigé en 2013 une charte d'engagement LGBT+ de l'autre cercle en collaboration avec Accenture et qui permet donc à toute entreprise qui veut avancer sur ce sujet de la signer en respectant des axes. Œuvrer pour plus de visibilité, offrir en miroir et à tous des parcours inspirants, des trajectoires bluffantes qui donnent envie d'y croire, de se dire que c'est possible d'être visible et de réussir. Ça, c'est la raison d'être de l'autre cercle et c'est votre engagement évidemment à vous aussi. Alain Gavant, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du jury et initiateur de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que sont ces rôles modèles ? Ces rôles modèles sont des personnes clés. Elles inspirent, elles donnent confiance à ceux qui hésitent encore à être visibles et elles sont nombreuses. Elles permettent de s'identifier. Ce sont des personnes qui montent le chemin, elles font évoluer les représentations et elles adressent plusieurs messages. Le premier, c'est « nous ne sommes pas obligés de cacher notre homosexualité ou notre transidentité pour réussir ». Et puis, nous pouvons être heureux en étant LGBT+. Et surtout, nous faisons réussir les entreprises qui nous emploient. Donc c'est vraiment l'esprit de ce programme, faire émerger et également célébrer ces rôles modèles LGBT+ au travail en France. Et grâce à eux, nous évoluons individuellement et collectivement. Alors, ce n'est pas tout à fait un hasard si on tourne autour du 11 octobre, la journée internationale du coming out. Évidemment, c'est une date choisie exprès, je suppose ? Oui, effectivement, parce que dans cette idée de journée du coming out, il y a l'idée du symbole de la visibilité, c'est le maître mot du rôle modèle. Mais attention, pas de diktat du coming out, c'est un choix personnel, pas seulement, ce serait trop simple, trop réducteur, c'est aussi aux entreprises, aux dirigeants, aux collègues de créer un environnement qui soit propice, favorable à cette visibilité. C'est aussi aux acteurs de la société civile, comme par exemple les médias, comme Radio France, d'amplifier ce mouvement. En fait, ceux qui ont franchi le pas, les rôles modèles, eh bien, aident les autres à le franchir. Et donc, vous voyez bien que c'est un sujet qui concerne tout le monde, que l'on soit LGBT+, ou pas. Ils étaient rôle modèles en 2019. Qu'est-ce que cela signifie pour eux ? Ils nous l'ont raconté, on écoute. Je suis Sébastien Petit, directeur du marketing digital chez Blizzard Entertainment.
Je m'appelle Chloé Caparros, je suis chef de projet au Boston Consulting Group. Je m'appelle Didier Schill, je suis directeur à l'intérieur du groupe Atlantique. Être rôle modèle, pour moi, c'est accepter d'être vu par les autres comme étant LGBT+ dans le monde du travail et de servir, je dirais, de référent et de dire c'est possible. Non, je n'ai malheureusement pas été toujours visible au travail. J'ai pris cette décision il y a 3 ans, lorsque j'ai quitté Microsoft et lorsque j'ai décidé de rejoindre Blizzard. Quand j'étais étudiante, j'ai fait de nombreux stages et j'ai jamais été visible en réalité en stage. C'était difficile à l'époque de pouvoir être out de manière safe. Pas du tout, puisque j'ai été marié pendant 20 ans avec une femme, j'ai une famille, j'ai 3 enfants. On me regardait, on me voyait comme, je dirais, un bon père de famille, directeur général de l'entreprise. J'ai grandi dans un tout petit village entre Grenoble et Lyon. Dès l'âge de 11 ans, j'ai été discriminé. Ça a commencé par le collège et puis ensuite ça a été au lycée. Ce vécu-là oriente aussi les décisions qu'on peut prendre dans le milieu professionnel. Et c'était assez pesant en réalité parce que ça met un mur en fait entre nous et entre nos collègues. Pour moi, c'était extrêmement important quand j'ai commencé chez mon premier employeur, donc Boston Consulting Group en CDI, d'être out dès le premier jour. Et j'y ai été encouragée parce qu'au BCG, il y a un réseau LGBT et je crois que le premier email que j'ai envoyé de ma boîte donc BCG, c'était pour rejoindre le réseau. Alors mon coming out au travail, je l'ai fait dès les entretiens d'embauche chez Blizzard. J'ai sciemment spécifié dans mon CV que je faisais des allers-retours entre Paris et Genève, en indiquant que mon compagnon de l'époque habitait là-bas. J'ai tout simplement dit à tous mes collaborateurs, un par un, que je voulais quitter l'entreprise et puis que j'avais décidé de monter à Paris parce que j'étais amoureux d'un homme. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon coming out auprès d'une 50aine de personnes. Ah, une libération, waouh, c'est un véritable bonheur. J'étais visible, ouvertement gay aux yeux de tout le monde. Et finalement, ça n'a pas changé les choses. Au contraire, ça a permis à d'autres personnes de libérer leur parole et de se rendre visibles à leur tour. Je me souviens de réactions très positives parce qu'en réalité, j'étais la première femme lesbienne out dans un bureau qui compte aujourd'hui près de 1000 personnes. Lors de ma nomination, j'ai eu la chance de participer à une table ronde où j'ai pu raconter mon histoire d'invisibilité pendant 9 ans chez Microsoft, sans citer l'entreprise. J'étais invité quelques semaines après par le président de Microsoft France pour enregistrer une vidéo et expliquer aux collaborateurs pourquoi j'avais fait ce choix. Ça a généré énormément de messages, énormément d'empathie. Et là, je me suis dit, j'ai contribué à faire changer le monde. Je crois que les gens me regardent maintenant avec un grand sourire. Je crois qu'ils comprennent que c'est important d'être soi-même. Déjà, ça a été relayé en interne dans mon entreprise et ça a été extrêmement bien perçu. Et depuis, moi, je me suis beaucoup plus investie, en tout cas toujours plus investie dans notre réseau LGBT. J'aimerais continuer de travailler pour l'inclusion des femmes. Encourager des bureaux qui sont dans des pays où culturellement c'est plus difficile d'être out, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique latine. Je compte poursuivre le combat puisqu'il y a beaucoup de chemin à faire. On oublie trop souvent qu'il y a encore des PME, des TPE en région où il est encore difficile d'être visible. Et également dans les écoles, il y a encore des jeunes qui souffrent, comme moi j'ai pu souffrir lorsque j'avais 11 ans. La vérité est plus simple que le mensonge. Sois toi-même, accepte-toi tel que tu es. Be proud. Alain Gavant les voit, les lauréats là, 2019. J'imagine que vous repensez à toute cette première édition des rôles modèles. Vous dites quoi? Qu'est-ce qui a changé cette année par rapport à la première édition? Déjà, waouh, c'était formidable. Cet événement, c'était un immense succès et nous étions très fiers d'avoir organisé cette première édition en 2019. Alors, quand même un certain nombre de changements, déjà sur la forme, puisque nous étions en présentiel, au Studio 104, avec 800 participants, pandémie oblige, nous l'avons organisé cette année en digital, alors avec l'idée aussi de cibler peut-être des dizaines de milliers de personnes, et puis surtout, cet événement qui laissait quand même relativement sceptique beaucoup de monde, finalement aujourd'hui est devenu un rendez-vous incontournable, the place to be.
Aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas dans la liste ont pu être déçus. Donc ça veut dire que cette action, elle s'impose aujourd'hui dans le paysage français sur l'inclusion des personnes LGBT+. Racontez-nous, en termes d'organisation, comment s'est déroulée cette deuxième édition? Alors, en fait, déjà, il y a eu plusieurs étapes. Donc, une première étape, c'est l'étape de nomination. C'était assez nouveau puisque ce sont des personnes extérieures, des tiers qui repéraient des rôles modèles et ensuite libre à eux de se porter candidature. Ensuite, il y a eu un jury qui est composé de 14 personnes, des experts, mais également des rôles modèles de l'année dernière, qui ont sélectionné ces 95 rôles modèles. Et puis, c'est aujourd'hui la célébration dans cette émission de ces rôles modèles. Alors, on ne peut pas tout dévoiler, mais quand même, quelques petites choses. Donnez-nous un avant-goût. Qu'est-ce qui nous attend ce soir? Il y a 4 tables rondes. Alors, bon, si je devais donner quelques adjectifs, des parcours exceptionnels, des parcours de vie professionnels, mais des parcours de vie, de l'excellence, des personnes qui réussissent, de l'audace, beaucoup d'émotions. Et puis, sur les tables rondes, des femmes. Pas assez, pas encore assez, mais davantage. Et ce sera le sujet de la table ronde numéro 1. Des jeunes aussi, ça c'est une nouvelle catégorie. Pas facile pour eux d'être visibles, ça sera le sujet de la table ronde numéro 2. Nous parlerons également de ce qui se passe en région. Pas facile non plus, par rapport à l'Île-de-France. Et enfin, nous regarderons ce qui se passe à l'international. Et cet événement n'aurait pas pu se faire sans eux, nos sponsors. Vous les voyez défiler à l'écran. Parmi eux, l'assureur Aviva. Il a tenu à être Gold Sponsor cette année. Il nous dit pourquoi. Bonjour, Bruno de Seguin, directeur de distribution d'Aviva France, membre du comité exécutif. Bonjour, Sylvie Chartier-Guedet, directrice de l'inclusion et du bien-être chez Aviva France. Aviva France est très content de participer une nouvelle fois à cette aventure en 2020 puisque nous avons été lauréats de la campagne 2019 en tant qu'Éteralliés dirigeants et cette année nous avons souhaité renforcer notre engagement en participant à cette nouvelle campagne. Il est évident que s'engager sur un tel sponsoring, c'est un engagement sociétal fort puisqu'il est important qu'on fasse voir un petit peu là où on va aller, là où on pense que c'est important que la société aille. La première chose à faire, qui est un événement externe, c'était d'être reconnu en interne. Et à ce titre-là, donc, je suis sponsor LGBT au niveau d'Aviva France, au niveau du comité exécutif. Je représente le comité exécutif dans toutes les actions qui peuvent être menées soit par les salariés, soit à Londres, parce que nous sommes une société anglaise avec un monde anglo-saxon qui est très avancé dans tous ces domaines. Et donc, ça nous permet d'être reconnus de façon un petit peu différente dans le marché français. Alors concrètement, être sponsor, c'est de venir défendre des positions qui ne sont pas forcément reconnues aujourd'hui dans la société française, d'être présent auprès d'amis, puisque ça devient des amis avec qui on travaille régulièrement. Et lorsqu'on connaît ces problématiques, je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est de venir aider, de venir faire disparaître ces différences, parce que pour moi, il n'y en avait pas, mais on s'aperçoit que notre société en crée de temps en temps. C'est effectivement une démarche d'égalité professionnelle avant tout. Et l'égalité professionnelle, chez Aviva, elle se décline sur les 3 axes, celui de la parentalité, celui du handicap et celui de la communauté Pride. La particularité, c'est que les collaborateurs proposent des actions que nous mettons en place, à l'exemple de la campagne Éteralliés que nous avons déployée en interne en 2019, qui propose aux collaborateurs qui le souhaitent de porter ce cordon. Et le petit cordon que j'ai autour du cou, il dit quoi? Il dit restez vous-même au travail. Et c'est vraiment notre mantra. Quand je mets ce cordon autour de mon cou, j'affiche très clairement que pour moi, l'inclusion des personnes LGBT dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui est important, quand bien même je ne sois pas moi-même LGBT. C'est une action qui marche très bien et de plus en plus, qui est relayée sur le terrain et qui devient nationale du coup. Au début, on avait des réunions dans les amphis, on était une dizaine, et au fur et à mesure des mois, on se retrouvait à 50, 60, 80, jusqu'à 100 personnes avec des questions-réponses et on voyait véritablement l'intérêt que ça avait généré. Et ça, c'est une réussite. Dans les autres actions, nous avons été les pionniers en 2017 à signer un accord qui met en place un congé de parentalité de 10 semaines pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, quelle que soit la composition de la structure familiale. Ce congé de parentalité vise à asseoir une mesure d'égalité professionnelle, d'équilibre temps de vie, mais aussi à reconnaître la place des familles homoparentales. Donc, ce qu'on attend de cette deuxième édition des rôles modèles LGBT+ en 2020, c'est d'amplifier notre message, de créer d'autres vocations et de permettre l'émergence d'autres rôles modèles dans d'autres sociétés, mais aussi d'autres structures, des associations, afin de travailler encore plus l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. On n'est pas parfait, on a beaucoup de choses encore à prouver, on a beaucoup de choses à faire évoluer.
Mais montrer l'exemple et puis engager les gens avec nous, ça nous semble important. Voilà, le décor est planté, on a les clés du moteur. Alain, on va pouvoir y aller avec la toute première catégorie de candidats, les dirigeantes et les dirigeants alliés.